Edoui Plenel, le représentant français de la CIA, qui est en concurrence avec Raphaël Glucksmann pour le porte-parole de cette adorable organisation, s'est fendu d'un incroyable article qu'il a publié sur son journal Mediapart, journal dans lequel il n'est plus mais dans lequel il écrit encore. Article qui déchaîne les passions. Edoui pensait être du bon côté du manche comme à chaque fois, pouvoir dire qui sont les gentils et qui sont les méchants, et classer Mélenchon du côté des méchants. Mais figurez-vous qu'il prend une gigantesque sauce, y compris sur des réseaux où normalement les gens sont plutôt tranquilles comme Instagram, à tel point que Mediapart a dû fermer les commentaires. Nous allons regarder cet article où Edoui Plenel nous dit quelle est la faute de trop de Jean-Luc Mélenchon. Et nous allons faire tout ça avec mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à ce que nous écoutions ce que la CIA a à nous dire en ces temps de raidissement de l'impérialisme? Salut, bah oui, je suis content d'écouter la CIA parce que c'est toujours intéressant de savoir le plan de l'adversaire, de l'ennemi, quoi. Voilà, et quoi de mieux que son porte-parole, Edoui Plenel. C'est marrant ce que tu racontes sur la fermeture et la sauce sur Mediapart, c'est que la dernière fois qu'ils avaient fait ça, c'était quand ils avaient repris la prophétie du Saint graphique sans oser nous citer. Voilà, ce que Mélenchon allait gagner en 2027, donc lâchez rien les gens, ne laissez pas faire ça. Donc non, c'est très bien. Au-delà de ça, on va le voir sur quoi Edoui Plenel fait son agenda. On est face vraiment à une opération. Et il y a plein de signaux qui le montrent là, parce que on a une fabrication d'une information, là, le Epstein. Ensuite, on a un cadrage des médias. Et ensuite, on a une diffusion. Donc là, on est vraiment sur des réseaux coordonnés qui fabriquent un cadrage, une information pour manipuler l'opinion, quoi. Voilà, vous les mettre dans leur sens. Et ça, c'est intéressant, comme tu dis, qu'ils aient pris une sauce parce qu'en fait, on est dans un espace où il y a un petit peu un contre-pouvoir, tu vois, avec les commentaires, avec les autres médias de gauche ou les médias militants comme le nôtre, quoi, et d'autres. Hein. Donc, les gens se font moins avoir. Mais vraiment, l'opération sur laquelle Edoui Plenel était premier est vraiment un modèle de fabrication de l'opinion, de manufacturing constant, tu sais, comme que c'est un livre de chevet qu'on avait, nous, jeunes militants, avec Zoé, jeunes militants de la fin des années 90, début 2000, Chomsky, si t'avais pas lu, tu te rappelles de ça, si t'avais pas lu C'était la base. Manufacturing Consent de Chomsky, t'étais pas sérieux. Mais c'est un livre qui était un peu passé de mode, mais qui serait intéressant justement aujourd'hui avec toutes les plateformes à relire et à mettre un peu d'actualité. Et oui, c'est très intéressant parce que, alors les amis, nous tournons le 1er mars aujourd'hui, dimanche. Oui, nous prenons sur notre dimanche pour être là. L'article est sorti le 27 février et le 28 février, vous inquiétez pas sur la chaîne, on va en parler. Soit la vidéo est déjà sortie quand vous voyez ça, soit elle va sortir très bientôt. Mais il y a eu une agression israélienne et états-unienne en Iran qui a mené au meurtre de nombreuses personnes, des enfants, etc. Mais aussi de Ali Khamenei. Et donc là, on est dans une situation internationale très, 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 très chaude. Il y a eu une riposte de l'Iran suite à ces bombardements. Bref, on est dans ce contexte-là. Et donc là, si vous voulez, nous, ça nous intéresse de savoir pourquoi Edoui Plenel sort ça le 27 février. Alors on sait très bien, on sort de la séquence avec voilà LFI d'extrême gauche, le meurtre de Quentin Derenque et tout ça. Ensuite est instrumentalisée une toute petite partie des paroles de Jean-Luc Mélenchon au meeting de Lyon. Alors vraiment, moi, je vous conseille d'aller voir la totalité de ce meeting. C'est du grand Jean-Luc. C'est un excellent... Enfin, on va vous en reparler aussi, mais je trouve que en termes de ligne et tout, c'était vraiment très intéressant à regarder. Et ce truc d'Epstein est monté en épingle, en épingle, en épingle encore et encore. Il publie à ce moment-là. Et là, vous allez voir, on va vous montrer un truc, mais après avoir pris la gigantesque sauce à la sortie de l'article vendredi 27 février, le dimanche 1er, 48 heures plus tard, il ressort cet article en le mettant en avant avec un tweet qu'on va vous montrer. Et là, quand on vous parle de coordination, vraiment, faut voir ce que le mec est en train de faire quand il fait ça. Enfin, je veux dire, c'est signé, quoi. C'est un truc de fou. Regardez ça, c'est Chris qui va vous le montrer. On le voit, alors en anglais déjà. Oui, donc le mec retweet en anglais son article, qu'il republie en anglais. C'est une folie, c'est-à-dire on a un truc franco-français, on a entre-temps l'impérialisme qui se déploie, vraiment. On hésite à le traiter de CIA, des fois on dit que ça fait un peu troll, mais là je suis désolé, c'est même plus une perche qui nous tend, là, voilà. Là, entre-temps, il y a l'attaque, on sait que Edoui Plenel fait partie de Mediapart et tout, font partie de ces réseaux pro-OTAN, et qui tapent sur l'Iran, ce qu'ils appellent le régime des mollahs, etc., depuis bien longtemps, et là il ressort son article en anglais, Why French radical left leader Mélenchon's turned over Epstein's Jewish name was a stop too far. My op-ed article, Mediapart, in English and Mediapart, quoi. Vraiment,
C'est incroyable, quoi. Le calendrier est très précis, les amis, comme vous l'avez vu, mais évidemment, dire que tout ça, c'est la CIA, c'est vraiment trop, c'est vraiment trop méchant, hein. C'est pas bien de dire ça. On va regarder en profondeur ce que dit donc l'article, hein, qui est, on va vous le lire effectivement en français, Jean-Luc Mélenchon, la faute de trop. Mais ce qui est marrant avec Edoui Plenel, c'est qu'il fait ça tous les ans. Tous les ans, il y a la faute de trop, puis en fait, ça marche jamais. Donc vous verrez, dans 3 mois ou 4 mois, il y aura un autre truc qu'il aura inventé de toutes pièces et qui sera encore la faute de trop. C'est le vase qui on met des gouttes d'eau mais il ne déborde jamais, quoi. Et donc, alors là, il y va cash, hein. Donc là, vous avez toutes les étiquettes qui vous bannissent en fait de l'opinion publique ou des médias mainstream et tout, par ces égarements antisémites et complotistes. Voilà, donc ça prend pas de pincettes, hein, ça y va. Jean-Luc Mélenchon dessert le combat antifasciste. Donc là, c'est intéressant parce que t'as une forme de reprise de l'antifascisme par la droite de gauche, j'allais dire, ou la gauche de droite, peu importe, son unité et sa moralité. Vraiment, vous voyez, même ça, ils vont essayer de vous le reprendre pour se faire passer de gauche, c'est-à-dire l'antifascisme, quoi, l'antifascisme concret, mais ça, vraiment, pour eux, c'est le SPD, hein, allez voir notre capsule qu'on avait fait avec Zoé là-dessus, sur son ami Laurent Mauduit, hein, avec qui il a fondé Mediapart, tout ça n'est pas un hasard. Ils vont essayer de récupérer le fait que ce soit eux les vrais antifascistes, et ils vont pas tarder à traiter Mélenchon de fasciste. Ça va venir exactement comme ils ont traité les communistes de fascistes dans les années 30. Tout ça est écrit, voilà. Sa sortie lyonnaise à propos de l'affaire du pédocriminel Epstein est la faute de trop. Donc, tu l'as mal prononcé, Chris, c'est très grave, hein. Tu l'as prononcé à l'allemande, c'est gravissime, hein, je te le dis, c'est la faute de trop, je pense, hein. Je le redirai à chaque fois, au-delà même de la polémique, je trouve que ce débat sur la prononciation n'a absolument aucun sens. Ah mais moi non c'est plus, même je ne comprends pas, hein. Enfin, je veux dire, dans l'autre sens, hein, je veux dire, s'il y avait des gens qui faisaient des articles pour nous obliger à dire Epstein plutôt que Epstein, tu vois, vraiment, je trouverais ça ridicule. C'est une normalisation linguistique, ça veut dire que il faut demain interdire les accents. Tu vois ce que je veux dire, les accents déforment les prononciations. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Tout est fabriqué de A à Z. Donc, je dirais Epstein. Si en plus ça peut donner de l'urticaire à Edoui Plenel, alors là, c'est doublement gagnant, quoi. Nous sommes dans un royaume des désemparés, confiait récemment Christiane Taubira sur Mediapart à propos du désarroi des divisions et des égarements des gauches face à l'offensive conquérante des fascismes renaissants. À l'échelle du monde comme à celle de la France. C'est peu dire qu'elle a raison. Mais déjà, je suis désolée, mais partir de là, alerte noisette 1000 fois, tu vois. Oui, c'est ça. Mais l'offensive conquérante, je sais pas, moi je veux bien, il faut qu'on soit conscient des dangers face auxquels on est, etc., tout ça, mais est-ce que vraiment on peut dire qu'actuellement c'est l'extrême droite en France qui est à l'offensive conquérante? S'il y a vraiment une offensive conquérante actuellement dans le champ politique français, c'est le retour en force du Parti socialiste qui est en train de faire alliance avec l'aile gauche de la Macronie pour essayer de prendre le pouvoir en 2027, hein. Si vraiment il faut regarder une offensive conquérante, c'est celle-là qui s'est matérialisée. On en a parlé à l'automne, mais avec le fait de laisser le gouvernement Lecornu en place, de leur permettre de faire passer un budget de la sécurité sociale absolument catastrophique. Et là, moi, quand je vois Edoui Plenel dire Jean-Luc Mélenchon la faute de trop, alors peut-être que ça l'intéresse pas, Edoui Plenel, ce genre de truc, mais moi, j'ai un certain nombre de trucs à citer sur des gens qui font la faute de trop actuellement. Par exemple, là, actuellement, rentre en vigueur les nouveaux budgets, l'ONDAM, etc. On vous en a parlé dans plein de capsules, mais les budgets alloués notamment à l'hôpital public, aux soins et tout ça, là, ça y est, dans un hôpital qui va déjà très mal, on va devoir se resserrer la ceinture de nouveau encore. On vit des trucs, mais qui ont des conséquences concrètes sur la vie des gens soignés et des travailleurs dans ce pays. Et encore une fois, là, je prends l'exemple du système de soins, mais vous pouvez le faire avec plein d'autres secteurs, hein. C'est que le système de soins, bon, c'est ce que je connais le mieux, mais c'est la vie et la mort des gens, en fait, là, tout de suite, maintenant. Ça, pour Edoui Plenel, c'est pas la faute de trop, de François Hollande, de Olivier Faure, etc., de faire ça. Par contre, prononcer le nom d'un pédocriminel notoire, international, etc., d'une manière plutôt que d'une autre, ça, c'est la faute de trop. Mais c'est une dinguerie, en fait. C'est une dinguerie, vos priorités politiques. Je suis désolée, moi, ça me rend folle. Premier degré. Je suis écœurée, quoi. Et c'est surtout qu'en plus, on est au même moment, je te dis, on l'a dit dans l'intro, mais de l'attaque de Trump sur l'Iran. Oui, mais oui. Qui est littéralement, mais c'est même plus une autoroute, quoi. C'est un couloir aérien vers le fascisme. Et eux, ils écrivent des articles pour dire c'est trop bien. Ramenei est mort, le tyran, voilà, vraiment. Mais vous êtes en train de fabriquer, on l'a parlé. On va faire un petit fil, c'était pas prévu, Mazoé, mais on va faire un petit fil Chomsky, là, mais du coup, ils sont vraiment en train de créer la fabrication du consentement
demain à la guerre et au fascisme, quoi, parce qu'ils sont en train de vous dire, il y a quand même, au-delà des interventions de Trump, etc., il y a quand même des gens plus méchants que Trump. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Peut-être demain, ils vont dire, ouais, il y a Mélenchon et Trump, c'est pareil. Ils vont vous dire ça, tu vois. Voilà. Voire même que Trump est moins pire que Mélenchon, parce que Mélenchon serait proche de Ramenei, comme islamo-gauchiste. Enfin, vraiment, on est dans un délire. Mediapart, exactement comme les journaux de centre-droit ou de centre-gauche des années 30, ils sont en train de fabriquer du consentement à la guerre, de rendre des guerres légitimes, de rendre le fascisme nécessaire comme sortie de la crise. Et ça, c'est justement le pire moyen de s'en sortir, quoi. Ils se disent antifascistes, ils sont en train de fabriquer, on l'a dit dans la capsule avec Mauduit, la route vers le fascisme. L'antifascisme, ce n'est pas une posture, ce n'est pas savoir lire l'histoire, ce n'est pas dénoncer des gens qui ne sont pas gentils. L'antifascisme, c'est trouver une solution à la crise du mode de production qui remet en question le capital, plutôt que essayer de le maintenir coûte que coûte, à tout prix, contre justement les communistes, contre justement l'égalité, contre justement la remise en cause de la propriété. Mediapart et leur agenda, c'est ça, c'est de dire on va trouver des solutions sans que le capital ne soit remis en question. Et ben ça, c'est la route vers le fascisme. Totalement. Alors que la normalisation de l'extrême droite vient d'atteindre des sommets, avec une criminalisation médiatique de l'antifascisme doublée d'une minute de silence parlementaire en hommage à un militant néofasciste ami d'un néo-nazi, voici que le leader de la principale formation de gauche ciblée par cette inversion de valeurs se comporte comme le meilleur allié de ce qu'il prétend combattre. Faut pas avoir de face pour écrire ça. Ouais. Franchement, quand on vous fait l'historique de tout ce qu'ils ont raconté, ces gens-là, c'est vraiment l'hôpital, la charité, tout ça. Hein. Non, mais c'est surtout que c'est une folie. Je veux dire, toutes les logiques de centre, de minutes de silence, c'est vraiment tout ce qu'est Mediapart. Et là, ils l'utilisent contre Mélenchon qui s'est fait piéger là-dessus, on l'a dit. Ils se sont fait piéger, ils ont été, avec cette minute de silence parce qu'ils ont tergiversé. Bon, on va pas revenir là-dessus. Mais à la fin, c'est eux qui ont tenu la ligne, justement, sur ne pas céder à l'extrême droite et tout. Aujourd'hui, l'extrême droite, mais je suis désolé, hein. Ok, il y a Quentin Durand, nous on a fait une capsule sur Némésis, ce sont des petits nervis, mais ça, c'est, vous voyez, le bas de la hiérarchie du fascisme. Aujourd'hui, la route vers le fascisme, c'est pas Némésis, c'est d'abord Trump et ses soutiens politiques qui veulent faire la même politique à l'intérieur de l'Europe. Allez voir notre capsule sur Rubio, c'est dommage, c'est une capsule qui marche pas bien, mais voilà, qui vont suivre Rubio dans cette volonté néo-occidentale de recoloniser la planète, les Glucksmann, les Attal, les Retailleau, enfin vraiment, c'est ça la route vers le fascisme, hein. C'est pas ce qui s'est passé à Lyon et les collectifs Némésis. Hein. Parfaitement, hein, qui ont une puissance politique bien moins grande que les gens dont on vient de parler juste avant et qui ne risquent pas de prendre le pouvoir dans 1 an et quelques, contrairement aux autres. Exactement. Tandis que ces procureurs adverses sombres, épousant la croisade maurassienne contre l'anti-France, Aurore Berger, ou la devise pétainiste Travail, famille, patrie de Martine Vassal. Donc ça, c'était débat hallucinant à la mairie de Marseille avec la meuf qui explique que son slogan c'est Travail, famille, patrie. Bon bref. Voici qu'il leur offre un cadeau inespéré en entrouvant la porte d'un fantasmatique complot juif à propos de l'affaire Epstein. Pardon. Hein. Oula. Donc ça, qu'on soit clair, c'est inventé de toutes pièces. Ce fantasmatique complot juif, il y a rien de Mélenchon ne parle de ça. Voilà. Il se moque justement des débats sémantiques sur Epstein, justement, qui sont de la surface pour se moquer des médias traditionnels qui n'ont rien à dire de concret, de sérieux et de politique sur le sujet. Ouais, vraiment, c'est exactement ça. Et même, il ajoute, et c'est assez drôle, moi je trouve, de dire Epstein, ça fait comme Poutine. Tu vois, c'était un moyen aussi malin de dire, ils en sont là, c'est-à-dire de trouver des trucs. Juste pour info, hein. Enfin, vraiment, on parle de gens qui sont dans le complotisme judéo-maçonnique depuis 200-300 ans dans une tradition française. Est-ce que vous croyez que des gens qui croient au complot juif vont se dire si on dit Epstein, je vais pas me rendre compte que c'est un juif? Vraiment, est-ce que vous pensez vraiment que des gens qui sont dans le complotisme absolu, qui ont des théories fantasmatiques sur le protocole des chasses de Sion, en fait, le fait de pas dire Epstein, on va faire reculer l'antisémitisme dans ce pays? Mais vraiment, mais ces gens-là nous prennent pour des débiles. Vraiment, nous prennent pour des débiles, quoi. Oui. Et ne pas rappeler ce truc très simple, c'est que Epstein, c'est très proche de, par exemple, quelqu'un de très connu dans l'histoire des sciences, dont tout le monde a déjà prononcé le mot, qui s'appelle Albert Einstein. Et c'est pour ça que les gens le prononcent comme ça, en fait. Tu vois, c'est Daniel quand même Gluckstein, tu te rappelles ce fameux candidat du Parti des travailleurs? Exactement, ouais. En fait, le suffixe Stein, je l'ai expliqué dans une capsule, je le réexplique ici, le suffixe Stein, qui est un suffixe germanique, se prononce comme ça en allemand. Rapide cours de prononciation, le S et le T à côté, ça se dit cht.
Et le E et le I à côté, ça se dit Ei. Donc ça se prononce Stein. Et l'allemand a cet avantage d'être une langue dans laquelle il n'y a aucune exception. Donc c'est vraiment un rapport à la langue très différent de nous en France, où c'est une langue, on va dire, extrêmement difficile à apprendre, à écrire, parce qu'il y a 2 milliards d'exceptions partout et tout ça. En allemand, c'est pas le cas. En allemand, il y a une règle. La prononciation, c'est comme ça et ça ne bouge jamais. Donc si vous connaissez les règles, vous pouvez lire tout avec un bon accent allemand parce que vous savez comment les choses se prononcent. C'est pour ça que les gens disent Epstein dans la majorité des cas. C'est qu'on est habitué à prononcer ça comme ça, avec un suffixe à l'allemande. Et c'est quand même une dinguerie qu'on en vienne à faire des circonvolutions comme ça pour un truc aussi con, mais vraiment aussi con, alors qu'il y a, encore une fois, des putains de vrais problèmes qui se posent à nous, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Je suis désolée, moi, ça me rend ouf. Et le pire, c'est que je crois qu'il y croit. Et c'est consternant. C'est vraiment consternant. Bah, moi, en plus, j'ai envie de dire, si c'est vraiment, il y croit vraiment, j'ai jamais entendu Edoui Plenel dire Einstein, comme Albert Einstein, tu vois, ou Daniel Gluckstein, quand c'était, tu vois, ce genre de choses. Donc, est-ce qu'il était antisémite juste avant de dire Epstein au lieu d'Epstein, notre ami Edoui Plenel? Je trouve que si ça, c'est le cœur du comment dire, de la lutte contre l'antisémitisme, cette prononciation de syllabes, comment ça se fait qu'on peut trouver 1000 vidéos où il dit Stein au lieu de Stein sur ce genre de patronyme, notre ami Edoui Plenel? Est-ce que c'était lui-même un diffuseur de l'antisémitisme, quoi? Donc vraiment, tout ça n'a aucun sens. C'est un fait fabriqué de A à Z, relayé, formaté, cadré, pour pouvoir attaquer Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet-là, exactement comme des gens comme Corbyn se sont fait démonter au Royaume-Uni. C'est vraiment les mêmes méthodes, les mêmes procédés pour arriver à la même chose, empêcher la gauche de rupture d'arriver au pouvoir et de remettre en question le pouvoir de Edoui Plenel, mais surtout le pouvoir des sponsors d'Edoui Plenel. C'est vraiment catastrophique, quoi. Carrément. Et moi, la première fois que j'ai entendu ce délire là sur Stein, c'était sur Harvey Weinstein ou oui, c'est Weinstein. C'est vrai, et c'était Caroline Forrest que j'avais entendu dire ça. En disant, ce sont des citoyens américains, donc nous devons prononcer leur nom à l'américaine. Je pense pas qu'ils disent Epstein comme nous les Français, hein, mais bon bref, voilà. Comme si en France on était habitué à prononcer, personne ne dit Trump en France, on dit Trump parce qu'on on francise les. Moi, je dis on est un des pays qui. Oui, voilà, je traduis carrément. Moi. Qui francise les noms, surtout les noms anglais, mais quels qu'ils soient, quoi. Et donc elle avait dit oui, en fait, dire Weinstein et pas Weinstein pendant l'affaire. Donc vous vous souvenez, Harvey Weinstein, producteur américain, très grand producteur, accusé pendant les mouvements MeToo d'avoir utilisé sa position de pouvoir pour imposer des rapports sexuels à tout un tas de femmes qui ont voulu travailler dans l'industrie et notamment des actrices très connues. Alors je rappelle quand même que le mouvement MeToo n'est pas né pour des actrices américaines très connues, mais est né dans des communautés noires américaines, venant notamment de travailleuses sociales qui ont parlé de la condition des petites filles dans ces communautés qui subissaient à répétition des violences sexuelles, etc. Bref, ça c'est le petit parallèle parce que ça me saoule toujours qu'on présente MeToo comme un truc de bourgeoise pour les bourgeoises, etc. Non, c'est pas que c'est un truc de bourgeoise, c'est que c'est les seuls moments où on écoute les gens, c'est quand c'est des bourgeoises. Donc c'est pas le problème, c'est pas les gens qui parlent, le problème c'est les gens qui écoutent. Mais bon, c'est à ce moment-là que moi j'avais entendu cet argument pour la première fois, tu vois. Et à chaque fois c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en plus, je suis désolée, mais c'est pas ça le débat. Que ce soit pour Jeffrey Epstein ou pour Harvey Weinstein, c'est trop chiant qu'on en vienne à avoir un espèce de débat de est-ce que vous êtes en train de rendre leur nom plus juif, etc. Non, on est en train de parler d'hommes d'immense pouvoir qui utilisent leur immense pouvoir pour appliquer une violence absolue sur énormément de gens et particulièrement des femmes et des enfants. Voilà, c'est de ça qu'on est censé parler là-dessus. Et vraiment, mais il faut les regarder comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui instrumentalisent, qui créent des cadrages, qui permettent de totalement dévier des sujets intéressants qu'on devrait parler, pour en plus servir leur agenda, de taper sur la gauche radicale, etc. Tout est dégueulasse là-dedans. Bref, on retourne à l'article, mais c'est vraiment, ça m'enfolle. Ouais, t'as carrément raison. Bah, on en est là, hein, vraiment. Moi, ce qui est marrant, c'est que ça montre leur déférence, tu sais, à la rigueur, s'ils sont au premier degré à l'Empire américain. Ils feraient pas ça pour des patronymes Wolof ou tu vois ou oriental ou asiatique, tu vois. Non, c'est l'Amérique qu'il faut bien prononcer les noms parce que c'est eux qui dominent, quoi. Vraiment. Et dans la langue de l'occupant, s'il vous plaît. Exactement. Je pense qu'ils auraient vraiment beaucoup dit Stein dans les années 40, tu vois. Oui. C'est ces gens-là, quoi. Alors, je te laisse continuer. Faisant campagne municipale à Lyon pour son mouvement La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon s'est en effet livré à une digression sur Jeffrey Epstein, au remugles foncièrement antisémite.
jouant sur la prononciation de la fin du nom de famille, où le in courant servira à masquer le ein authentique. Alors non, en fait, c'est que le in n'est pas courant, qu'on nous demande de le dire, et que si on ne le dit pas, on raconte n'importe quoi. Il a convoqué tout l'imaginaire de la sphère complotiste d'extrême droite, pour laquelle l'enjeu serait de cacher la judéité du pédocriminel, et cela jusqu'à faire crédit à la propagande poutinienne, selon laquelle il s'agirait de le russifier. Laquelle propagande russe s'est déjà fait connaître en France par les provocations antisémites, étoile de David et mains ensanglantées, de ses services, aux fins d'accroître notre chaos politique. Mais ça n'a aucun sens. Mais Rien n'a de sens là-dedans. Ça n'a aucun sens, mais c'est surtout qu'en plus, pourquoi la Russie fait des tentatives de déstabilisation justement avec Israël, tu vois, et le soutien à Israël, justement parce qu'ils savent que la majorité du peuple français, et pas simplement les arabo-musulmans, voient très bien qu'il y a un génocide en cours et sont profondément contre ce que fait Israël, à part l'extrême droite. Et Edoui Plenel, parce qu'en fait, l'antifascisme, ça s'arrête a priori quand il faut soutenir l'entité la plus fasciste du monde en opération en ce moment, qui s'appelle Israël, avec Benjamin Netanyahou, qui est en train de commettre un génocide. Voilà. Donc ça, c'est pas le fascisme. Et justement, la Russie utilise des idiots utiles comme Edoui Plenel, qui sont les relationnistes, pour vous dire, bah voilà, pousser à la guerre civile entre un peuple français qui ne veut pas de génocide, qui a plutôt une compassion avec ou une empathie avec le peuple palestinien, et des élites comme Edoui Plenel qui leur interdisent toute critique de l'entité sioniste. Donc vraiment, c'est la Russie qui essaye de trianguler, qui est cynique avec ça, essaye d'attiser justement la guerre entre les masses et les faiseurs d'opinion comme Edoui Plenel, qui sont des soutiens génocidaires à Israël. C'est catastrophique, quoi. Parfaitement. Les instincts les plus bas. Oula. Rien ne va dans cette séquence lyonnaise qui, loin d'une sortie de route accidentelle, fut la répétition d'un couplet déjà entonné lors d'un meeting précédent à Montpellier, dans l'Hérault. Aucun raisonnement politique, aucune argutie contextuelle ne peut justifier qu'une voix prétendant s'exprimer au nom des idéaux démocratiques et sociaux d'émancipation s'abaisse ainsi à convoquer les armes de leurs pires adversaires. C'est-à-dire une rhétorique qui sollicite les instincts les plus bas, faisant droit aux passions plutôt qu'à la raison, aux préjugés plutôt qu'à la connaissance, aux ignorances plutôt qu'à la conscience. Alors en fait, c'est beaucoup de mots et des phrases très très longues pour dire vraiment pas grand-chose. Mais non, mais tu sais, en plus avec des espèces de méthodes d'écriture en ternaire comme ça. Là, bref, c'est vraiment les manières d'écrire des mecs qui savent pas écrire. Mais bon, bref. C'est vraiment, tu sais, on dirait le communiqué dont on s'est moqué un peu avec Padu, tu sais, sur les vers. Oui. C'est vraiment tous les mots pour paraître gentils. Tu vois, genre la raison plus que la passion, l'émancipation, les valeurs. Voilà. En fait, t'as rien dit, quoi, tu vois. Parce que dès que quand tu parles des valeurs sociales, de l'émancipation et tout, dès qu'on va dire à Plenel, on va prendre les richesses, on va prendre les maisons de campagne des riches, on va augmenter le SMIC à 2500 €, c'est-à-dire que ça va lui poser un petit peu un problème sur le conseil d'administration de Mediapart qui, on le sait, il y a des témoignages qui saignent un petit peu trop les gens. C'est bizarre, chez Mediapart, il y a des gens, ils viennent, puis au bout de 3 ans, ils arrêtent parce qu'ils sont rincés, tu vois, donc peut-être que ça, ce sera problématique. Donc voilà, tout ça, c'est des mots creux qui sont purement sans effet, inconséquents, mais qui permettent de se donner des bonnes postures morales. Enfin, c'est du Plenel dans le texte, quoi. Oui, et donc le bail à Montpellier, c'est qu'en fait, il a dit la même chose à Montpellier 15 jours avant. Il parle d'Epstein à un moment. Alors déjà, je suis désolée, mais c'est bien d'en parler parce que c'est gros silence quand même dans la classe politique française. Ça n'a pas trop envie d'en discuter. Alors je sais pas, moi je commence à lire, il y a des choses un peu cheloues. Il y a des choses un peu cheloues. Genre Yael Braun-Pivet qui aurait bossé au cabinet de Brunel, là, qui est un des mecs qui a été emprisonné pour avoir été le complice d'Epstein. Et encore un qui s'est suicidé en prison, n'est-ce pas? Voilà. C'est bizarre le nombre de gens qui se suicident en prison dans cette histoire. Bref, donc moi je trouve que c'est très bien d'en parler. Et il a dit exactement la même chose, c'est-à-dire oui, je prononce Epstein et pas Epstein parce que c'est comme ça qu'on prononce les suffixes germaniques en français, comme Einstein, lui, cite Frankenstein, bref, Gluckstein, etc., etc. Il a juste dit ça. Et donc là, ça devient tout d'un coup vraiment le summum de l'antisémitisme, etc. Mais putain, vraiment, bref, c'est catastrophique. En plus, on le verra après, mais dans la manipulation, on voit que c'est allé encore plus loin parce que ça s'est réorienté, comme on a dit, vers ce faux fait et ce faux cadrage. Je te laisse continuer. D'abord, ce rappel élémentaire. La banalisation du racisme, la xénophobie ordinaire, comme le vieil antisémitisme, ont toujours fait commerce de la chasse au nom propre comme stigmate de l'origine. Preuve d'une différence et signification d'une distance. C'est une façon, en apparence inoffensive, de renvoyer l'autre à une identité irréductible, où ce qu'il est l'emporte sur ce qu'il fait.
Mais je suis désolée, mais ce n'est pas vrai. Alors oui, qu'il y ait des chasses au patronyme, etc., évidemment, c'est vrai. D'ailleurs, les premiers qui en sont victimes actuellement en France, ce sont les personnes musulmanes. D'accord ? Je vous rappelle que le premier enfant qui est né en France en 2026 cette année, alors tu sais, chaque année, il y a le premier bébé qui est né à minuit 1 le 1er janvier. Voilà, les journaux en parlent. Et c'était un petit garçon, alors je crois qu'il s'appelait Ziad ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, un prénom à consonance arabo-musulmane, mais les torrents de racisme que ce petit garçon, qui actuellement a 2 mois, d'accord, donc à ce moment-là, il avait 2 jours, un petit garçon de 2 jours, a pris sur les réseaux sociaux, etc., mais c'est délirant, d'accord. Donc il y a effectivement une stigmatisation du nom, mais en fait, le nom est stigmatisé si l'antisémitisme existe, pas si on prononce le nom, en fait. Exactement. Faut arrêter à un moment. On est en train d'inverser totalement la cause et la conséquence. Est-ce que si je dis Khadija au lieu de Khadija, je suis plus islamophobe, tu vois, ou plus raciste? Ça n'a pas de sens. Ce qui est une folie, c'est parce que, en plus, tu vois, on sait que nos camarades et nos compatriotes musulmans, eux, prennent très cher dans la tête le fait qu'on prononce mal leur prénom à l'école, etc. Ils ont ou leur nom ou leur patronyme, alors qu'ils sont eux-mêmes français. Voilà, Oui. et qui sont nos compatriotes. Par exemple, le fait de dire, tu sais, Mahomet au lieu de Mohammed pour le prophète, c'est quelque chose un peu d'avilissant à cause des structures islamophobes de l'histoire et tout. Donc, tout ça, on peut l'interroger. Mais c'est pas la même chose, tu vois, de faire une prononciation, de faire croire que cette prononciation est au cœur même de la fabrication de l'antisémitisme. C'est une conséquence et non pas l'inverse. Si effectivement il y a des gens qui s'appellent, parce qu'il n'y a pas que Stein qui peut désigner les gens juifs. Bah non, tous les prénoms avec un préfixe Ben par exemple. Ouais, ou Erg, Steinberg, etc. Et d'ailleurs, il y a un très beau film là-dessus qui montre qu'effectivement le patronyme, mais ça c'est, tu sais, le film avec Alain Delon, Monsieur Klein, voilà, qui montre en fait qu'avec ce patronyme-là, bah, il est traqué comme un juif, voilà. Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas ça qui fait l'antisémitisme, c'est justement l'inverse. Faire croire que des gens n'auraient pas été antisémites ou ne seraient pas antisémites parce qu'au lieu de dire Epstein, on dit Epstein. Vraiment, enfin, vous prenez les antisémites pour des imbéciles, quoi. Vous voyez, vraiment, oui. Vous prenez les gens qui sont antisémites pour des imbéciles et vous ne les combattez pas à la hauteur de la violence dont ils sont capables, quoi. C'est ça qui est grave, c'est que je pense que Edoui Plenel sait très bien ce qu'il fait. Il n'est pas assez bête pour croire ça. Et donc c'est pour ça que c'est grave ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment un agenda politique de tuer la gauche de rupture dans ce pays. Et je te jure, moi, ça me rappelle tellement l'élément de langage que j'avais entendu de Fourest sur Weinstein, que je peux pas m'empêcher de me dire que je sais d'où ça vient politiquement. Et quand j'ai entendu Fourest parler de ça, je me permets de revenir dessus rapidement, mais c'était quand elle avait sorti son livre anti-MeToo, là, tu sais, l'an dernier. Il s'appelait Le Vertige MeToo. Pour expliquer que ça va trop loin, que blablabla et tout. C'est marrant, c'est le même agenda que certaines personnes à gauche qui trouvent que c'est très grave, MeToo. Bref. C'est les réseaux les plus islamophobes de France. Hein. C'est les réseaux Printemps républicains. Voilà, donc c'est catastrophique, quoi. Exactement. Continuons la plume de ce cher Eddy, qui est une purge absolue. Hein. Hier, le vieux fond pétainiste français, celui du statut de persécution des Juifs promulgué dès 1940, prolongeait et institutionnalisait cette discrimination que recouvrait l'interrogation coutumière sur le non-juif de tel ou tel. Aujourd'hui, il en va de même pour les patronymes de nos compatriotes aux origines arabes, africaines ou asiatiques. Oui, Edoui, et ce n'est pas en fonction de la manière dont on le prononce que ça se joue. Ce n'est pas là. Le racisme ne se joue pas ici. Il s'incarne ici, mais il ne se joue pas là dans sa création. Et d'ailleurs, je te dis, même, on pourrait inverser les choses. Le fait que Edoui Plenel et les gens qui l'ont relayé soient aussi préoccupés par des prononciations de gens aux non-juifs, c'est qu'ils ont une obsession pour les juifs aussi, ces gens-là, qui est presque à interroger, tu vois. Voilà. Ah oui. Bref. Moi, la première chose à laquelle je pense quand je pense à Jeffrey Epstein, c'est pas la manière dont on prononce son nom et sa judaïté, en fait. C'est ça. Ensuite, cette redite nécessaire. Comme nous l'avons maintes fois expliqué, non seulement aucun démocrate déclaré, mais surtout aucun antifasciste revendiqué, ne saurait pactiser avec l'antisémitisme. Oui, enfin, je veux dire, personne n'a dit le contraire. Évidemment parce que sur ce continent, cela revient à profaner un cimetière immense, celui du crime européen de destruction des Juifs, ce génocide durant lequel 6 millions d'êtres humains ont été massacrés parce que nés juifs. Je suis désolée, mais... En fait, la lutte contre l'antisémitisme, c'est pas que pour éviter de profaner un cimetière, c'est aussi pour les vivants aujourd'hui, actuellement. Enfin, c'est pas que un truc commémoratif, quoi. C'est ça. Bref. Un crime contre l'humanité dont les nazis et leurs collaborateurs furent responsables, mais un crime permis par l'indifférence, l'inaction ou le silence des peuples qui en furent les témoins. Enfin, t'es d'accord avec cette lecture, toi ? Non, c'est n'importe quoi. C'était pas indifférence, inaction, silence ? En France, c'est juste on a laissé venir les nazis chez nous, génocider des gens et on n'a rien fait. On a participé, Edoui.
Il y avait une il a participation, mis en leurs fait. collaborateurs, hein, mais du coup, moi, ce qui m'amuse là-dessus, c'est que c'est facile de se donner des leçons de résistance 80 ans après. Il y a aujourd'hui un génocide qui est en train de se Ouais, passer. ouais. Et l'indifférence, l'inaction, le silence des peuples qui en font les témoins, mais regarde-toi dans une glace, Edoui Plenel. Ah Tu bah es à oui. la tête d'un journal qui, en plus, maintenant, on le sait, a une version en anglaise, puisque tu viens de le tweeter, et tu fais des circonvolutions pour nous expliquer qu'en fait, quand même, Israël, quand même le 7 octobre, etc., ben vraiment, tu es dans la position de ceux que tu dénonces 80 ans après. Voilà. Et dans 80 ans, ça me fera rire qu'il y aura des lâches comme Edoui Plenel qui viendront te dénoncer comme complice d'un génocide. Ce sera la meilleure jugement de l'histoire, comme dirait Lénine, quoi. Alors, continuons. Ligne rouge. Il y a également une autre raison plus essentielle à l'extrême vigilance face à l'antisémitisme. Haine absolue de l'autre. Il n'est pas seulement une des variantes du racisme, il en est aussi le noyau dur. Idéologie raciste moderne surgit à la fin du XIXe siècle sur un terreau millénaire d'antijudaïsme chrétien. Il théorise la chasse à une alternité infiltrée, par essence traîtresse et corruptrice, qui appelle des persécutions en chaîne dont le complotisme est le ressort aveugle. De ce racisme moderne, le Hutu Power du génocide des Tutsis au Rwanda fut l'une des répliques directement inspirées de l'antisémitisme européen. Oh, les réseaux. Oh, les réseaux convoqués de faire le parallèle avec Kagame, c'est-à-dire un des plus gros dictateurs africains qui lui-même est en train de tuer violemment des gens au Congo. Renseignez-vous sur ce qu'est le Rwanda, hein, sur la position du Rwanda quand Israël a commencé à génocider le peuple palestinien. C'est un complice d'Israël, Kigali, et Kagame, son président, quoi. Donc vraiment, ça c'est honteux. Et aller convoquer l'histoire du judaïsme européen pour dire que le racisme en Afrique, c'est-à-dire qui a été fabriqué par une histoire de la colonisation par les Belges, où les Belges ont eux-mêmes trié les Hutus et les Tutsis parce que soi-disant que les Tutsis, d'abord, qui étaient relais du colonialisme belge, étaient plus blancs que les Hutus. Enfin, vraiment, on est dans une histoire de la blanchité. On est dans une histoire du racisme issu de la traite négrière. Vraiment, ce que fait Edoui Plenel, là, c'est du négationnisme même de l'histoire du racisme. C'est même, je veux dire, là pour le coup, mais déresponsabiliser l'Europe dans son idée de blanchité qu'elle a construit dans la modernité sur la traite occidentale. C'est une insulte envers les militants africains qui se battent contre ce racisme-là. C'est extrêmement grave ce qu'il vient de faire là. Franchement, c'est du négationnisme du racisme, c'est du négationnisme de l'histoire, et c'est tout ça pour aligner les intérêts d'Israël et du Rwanda, Kagame, ce dictateur. Vraiment, c'est honte à lui, quoi. Ouais, ce que tu viens de dire, Chris, c'est hyper important parce que souvent les gens ne le savent pas. Tutsi et Hutu, c'était pas des ethnies comme il peut y avoir, je sais pas, des Peuls, etc. Enfin, c'est vraiment des groupes sociaux qui ont été fabriqués de toutes pièces par les Belges au 19e siècle, en fait. Hein. Enfin, c'est pas du tout une réalité de peuples différents avec des langues différentes, etc. Donc c'est vraiment, mais c'est consternant de dire des trucs comme ça. Ouais, et en plus, je te dis, aller chercher le racisme entre Hutus et Tutsis ailleurs que dans la colonisation belge ou française, etc., qui sont, voilà, hein, ou dans le néocolonialisme ensuite français, des réseaux Mitterrand, voilà, et aller le chercher dans l'anti-judaïsme chrétien. Enfin, vraiment, c'est une folie, hein. Franchement, c'est une folie. Ouais. C'est donc une ligne rouge. Une ligne qu'il faut d'autant plus ne pas franchir que, dans sa stratégie de notabilisation, l'extrême droite européenne, alignée sur l'extrême droite israélienne et sa guerre de destruction de la Palestine. Sur l'extrême droite israélienne. Tout le monde est aligné sur Netanyahou et c'est comme ça qu'il tient au pouvoir. Enfin, vraiment, ça, c'est une honte absolue. Faire croire que Netanyahou serait devenu minoritaire parce qu'il commet le génocide et qu'il étend Israël, c'est faux et archi faux. Netanyahou était minoritaire le matin du 7 octobre. Le journée du 6 octobre, il y avait des manifestations partout anti-Netanyahou. Il était à 2 doigts de tomber. C'est le 7 octobre et sa riposte ultra-violente et génocidaire qui le rend aujourd'hui majoritaire et sur lequel toute la société israélienne est à 99% majoritairement alignée. Donc c'est une honte absolue de faire croire que Netanyahou serait vu comme quelqu'un d'extrême droite minoritaire. Il a l'assentiment, le consentement, on reste dans notre fil rouge chomskien, il a le consentement de l'intégralité de la société israélienne, même les gens de gauche, qui n'existent quasiment plus aujourd'hui, et du centre-gauche, que soi-disant Edoui Plenel verrait comme des gens progressistes. C'est vraiment une honte, cette lecture absolument inique.
et qui permet le génocide. Totalement. Donc, il en était à l'extrême droite européenne, donc nanana, profite du piège qui assimile toute critique du sionisme en tant qu'idéologie nationaliste israélienne à de l'antisémitisme, dans une paradoxale identification, elle-même antisémite, des communautés juives mondiales à la politique de l'État d'Israël. Alors oui, mais qui fait ça ? Qui fait ça ? Qui est en train de fabriquer ça, là ? Qui est en train de traiter d'antisémite, pour une prononciation de syllabes, la force politique qui s'est le plus opposée au génocide des Palestiniens ? Enfin, vraiment, faut être inconséquent, quoi. Comme on ne peut pas croire qu'il est bête à ce point, il a forcément un agenda, donc c'est très très grave. Comme le rappelait sans cesse la regrettée Leïla Chaïd, cette incomparable voix française de la Palestine, toute ambiguïté sur l'antisémitisme dessert les principes des droits universels portés pour la cause palestinienne. Alors oui, mais encore une fois, je sais pas, balaye devant ta porte en fait. Balaye devant ta porte avant d'ouvrir ta bouche là-dessus, quoi. C'est scandaleux. Déjà, commence par être conséquent sur la question palestinienne, petit 1. Et petit 2, commence par ne pas aboyer avec les loups pour mettre de l'antisémitisme là où il n'y en a pas, dans le but d'un agenda politique de faire tomber la seule force de gauche qui s'oppose réellement à ça. En plus, lui, pour le coup, c'est pas quelqu'un qui aboie avec les loups, c'est les loups qui aboient avec lui. Oui. Lui, il est à la fabrication de ça. Là, et il donne des éléments de langage. Je rappelle, les gens qui sont d'accord avec ça, là, il y a Jordan Bardella qui est avec vous, et qui lit Mediapart en se disant, voilà avec quoi je vais écrire mes discours. Enfin, on en est là. Or, dans ce registre, Jean-Luc Mélenchon est, hélas, un récidiviste qui, par saillie, allusion et confusion, ne cesse de jouer avec cette matière hautement inflammable. Nous parlons bien ici spécifiquement de sa personne, de ses paroles et de ses écrits, et non pas de son mouvement dont le programme ne souffre aucune ambiguïté sur le terrain de l'antiracisme. C'est ce que nous avions souligné dès novembre 2023, dans une alerte qui énumérait déjà les fautes sur l'antisémitisme de l'ancien socialiste devenu chef de la France Insoumise. La fabrication du cadrage. Non, on n'alerte pas la France Insoumise, on leur demande juste de supprimer leur leader. Moi, je vais te dire clairement, moi j'aurais adoré en 2022 ne pas attaquer le macronisme, mais que Macron ne se représente pas. Tu vois, ça aurait été une victoire pour moi. Faire croire qu'ils attaquent que Mélenchon, mais qu'ils sont d'accord avec la France Insoumise. Attaquer Mélenchon, c'est attaquer la France Insoumise, c'est attaquer leur leader le plus important, celui qui produit de la pensée, celui qui est la meilleure incarnation à la présidentielle pour une 5e République. C'est une façon d'attaquer le mouvement de la France Insoumise. Arrêtez de croire qu'on attaque. C'est comme si vous disiez non, moi j'attaque pas Cuba, j'attaque que Fidel Castro. Oui, attaquer Fidel Castro, c'était attaquer Cuba tant que Castro était au pouvoir. Voilà. Cette dichotomie est un mensonge absolu. Ce qu'ils détestent, c'est la France Insoumise. Si demain c'est Clémence Guettet, si demain c'est Manuel Bompard, vous verrez qu'ils trouveront des manières de traduire, de fabriquer des faits, de fabriquer des prononciations, de fabriquer des éléments de phrases pour les faire passer pour antisémites. Ce n'est pas le problème de Jean-Luc Mélenchon. C'est le problème d'être le leader d'un mouvement le plus de rupture avec l'OTAN, avec le sionisme, avec l'atlantisme, avec le capitalisme, voilà, le plus avancé dans le centre impérialiste. C'est ça le problème. Alors qu'il se présente en leader politique fier du lieu de formation intellectuelle qu'il a fondé en 2019 avec l'Institut La Boétie, Jean-Luc Mélenchon semble ignorer la spécificité de l'antisémitisme moderne dont la France fut le laboratoire. À la fin du 19e siècle, avec l'affaire Dreyfus, la croisade d'Édouard Dumont contre la France juive et la création de l'Action française avec Charles Maurras. Non mais je sais pas, mais qu'est-ce qu'il croit ? Que Mélenchon est pas au courant de ça ? Que Mélenchon ne connaît pas cette histoire-là ? Et que Mélenchon est l'héritier idéologique de ces gens-là ? Je ne comprends pas en fait. C'est ce qu'il nous dit. Face à la polémique suscitée par son meeting lyonnais, il continue de faire preuve d'ignorance en assimilant l'antisémitisme à la stigmatisation d'une religion, se défendant en disant qu'il avait longuement expliqué dans son discours pourquoi il fallait tenir la religion loin de la politique. Faut-il lui rappeler que les victimes de l'antisémitisme, aujourd'hui comme hier, ne sont pas forcément pratiquantes ni même croyantes, mais Edoui Plenel ? Mais évidemment que oui, mais tout comme les victimes d'islamophobie ne sont pas forcément pratiquantes ni même croyantes en fait. Il y a même des juifs arabes qui donc ont une perception vue par les autres et tout d'arabes qui subissent de l'islamophobie. Et oui, on peut vivre de la transphobie sans être trans. On peut vivre de l'homophobie sans être homosexuel. Edoui Plenel est en train de découvrir que les discriminations se jouent dans le regard de celui qui discrimine et pas dans ce qu'est la personne discriminée. C'est un truc de fou ça quand même. Mais c'est surtout qu'en plus, il a mis la matrice de l'antisémitisme dans l'antijudaïsme chrétien juste avant. Bah oui. et non pas dans le nationalisme racial du 19e siècle, sur lequel se sera fondé le sionisme, je le rappelle, par opposition et par dialectique. Les premiers sionistes, justement, seront des gens qui
essaieront de penser les juifs comme une nation par réaction aux antisémites qui pensaient justement les juifs comme une nation dans la nation. Voilà, la matrice de l'antisémitisme moderne, tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est justement non plus d'avoir des relations avec la religion sur ce que sont les juifs, parce que justement, paradoxalement, le fait de traiter les juifs à part, comme il parle dans une altérité, en islam, cette altérité a plutôt été protectrice pour les juifs. Je rappelle que les juifs expulsés par l'anti-judaïsme chrétien au XVe siècle sont allés se réfugier dans les califats au Maghreb et au Moyen-Orient, et que c'est pour ça aujourd'hui qu'on a toute cette tradition séfarade. Vraiment, il fait ça dans la religion, et en fait c'est faux. La matrice même de l'antisémitisme moderne, justement déreligiosifié, c'est le cœur colonial, nationaliste et impérialiste de la modernité occidentale blanche, c'est-à-dire de se fonder en nation et racialiser ces nations au XIXe siècle dans une logique colonialiste et impérialiste. Donc vraiment, ce type raconte n'importe quoi. Alors, on va arriver au chapitre dépolitisation des jeunes. Et alors là, mon Chris, je pense que vraiment, mais les amis, vous n'êtes pas prêts, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Là, vous vous dites, après tout ce qu'on a lu, Edoui va-t-il avoir le culot de nous expliquer que la gauche radicale dépolitise des jeunes? Alors, je vous le dis, oui, il a ce culot-là. Cette inculture manifeste et déplorable, putain, mais c'est une dinguerie. Non, mais vraiment, mais Edoui, mais il putain. donne une leçon de culture à JLM, quoi. Non, mais vraiment. Enfin, écoute, peut-être que demain, c'est Bardella qui va donner une leçon de culture à JLM. Tu vois, tant qu'on y est, tu vois, faut vraiment y aller, quoi. Il a l'air plus cultivé, Bardella, parce qu'il est sur la même ligne que Mélenchon en ce moment. Donc, peut-être qu'il va nous le dire, Edoui Plenel, là. Car en proportion de la surface électorale acquise par la France insoumise grâce aux causes populaires qu'elle défend, elle nourrit une profonde dépolitisation des jeunes générations qui la rejoignent. Comme nous l'avons déjà... Non mais c'est... Je veux dire, le culot du truc. Comme nous l'avons déjà souligné à propos de la Syrie, de l'Ukraine ou de la Chine, il en va ainsi des questions internationales pour lesquelles la position de Jean-Luc Mélenchon témoigne d'une grande méconnaissance des réalités, accompagnée d'une persistance indifférente à l'autodétermination des peuples. Mais non mais... Une persistance indifférente à l'autodétermination des peuples sous contrôle de l'atlantisme. En fait, oui, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est que mais... il y a quel problème d'autodétermination des peuples en Chine, quoi. Je veux dire, vraiment les Ouïghours, alors je sais pas si on dit Ouïghours ou Ouïghours, je sais pas lequel est plus pro-chinois, Zoé, mais faudrait que tu je ne sais pas, il faut qu'on envoie un petit mail à Edoui Plenel pour savoir. Il demandera à Caroline Forest ce qu'elle en pense, je pense. C'est ça, mais vraiment, tout ça est n'importe quoi. En fait, tout ce qu'il cite là, c'est juste l'agenda de la CIA et de la déstabilisation du monde par Washington. Il n'y a aucune forme d'autodétermination des peuples dans ces logiques-là, quoi. Enfin, vraiment, c'est catastrophique de A à Z. Et d'ailleurs, en Ukraine, justement, pour l'Est ukrainien, je rappelle que Edoui Plenel est sur une ligne de ne pas laisser les territoires à l'Est s'autodéterminer. Donc vraiment, cette fanfaronnade de l'autodétermination des peuples est une honte absolue dans la bouche d'Edoui Plenel, puisque pour lui, l'autodétermination, c'est juste quand tu rejoins le camp atlantiste. C'est pas un choix souverain. Sachant qu'en plus, comme c'est le discours de tous les médias, là tu vois, il cite Syrie, Ukraine, Chine. Donc Syrie... Tout le discours médiatique, c'est de dire « mais Bachar el-Assad, il est méchant, il a torturé des gens, etc. etc. » Sur l'Ukraine, tout le discours, c'est de dire « Poutine, il est méchant, c'est pas un démocrate, c'est lui qui fait la guerre. » Tout le discours médiatique sur la Chine, c'est de dire « et quand même, c'est pas trop tôt la démocratie, ils font pas des élections libres et non faussées où Aurore Berger arrive au pouvoir, parce que la démocratie, c'est ça, etc. » Donc, en fait... C'est beaucoup plus difficile, en réalité, vu le rouleau compresseur médiatique et de propagande atlantiste, etc., qu'on prend depuis des décennies. C'est beaucoup plus difficile d'arriver en disant, en fait, la situation est beaucoup plus complexe. Et on ne peut pas juste dire que Poutine est méchant et Zelensky est gentil, que la Chine, ils sont méchants parce que c'est pas assez la démocratie, que Bachar, il est méchant et qu'il faut absolument qu'il tombe et que derrière, après, ça va être super. Comprenez-nous bien, moi, je trouve pas que Bachar el-Assad, ça soit le meilleur dirigeant de la planète. C'est pas ça ma question. Par contre, la déstabilisation de ces régimes, le soutien à l'un ou à l'autre, etc., s'inscrit dans un agenda à l'échelle internationale qui s'inscrit dans des rapports de force particuliers. Et tenir le discours d'Edoui Plenel est, de fait, sur toutes ces questions, qui est un discours, on va dire, mainstream, en fait. Ce que lui appelle de la grosse politisation, on a compris les enjeux et tout, c'est juste répéter ce qui passe sur BFM TV. Ça ne permet pas de comprendre les enjeux et surtout, de manière plus ou moins insidieuse, ça soutient clairement l'agenda états-unien qui est un agenda extrêmement dangereux pour tout le monde, y compris pour nous. Mais c'est clair. On l'avait dit il y a longtemps, tu te rappelles, dans des capsules, Zoé, mais plus que jamais, ça nous donne raison. Ouais, on va flexer un peu.
Vraiment, il faut en finir avec les US. Ce sera vraiment ce qui est mieux pour le monde. Hein. Enfin, ah ouais. Et je le redis, y compris pour le peuple américain lui-même. Hein. Y compris. Hein. Alors, son alignement campiste sur la Russie de Vladimir Poutine s'est encore manifesté par sa réclamation du retour de celle-ci dans le concert européen, tandis que les eurodéputés LFI votaient, tout comme celles et ceux du RN, contre une résolution européenne de soutien au peuple ukrainien face à l'agression impérialiste russe. Alors là-dessus, je vous laisse revoir, on en a déjà parlé, on ne va pas refaire tous les enjeux sur la Russie, l'Ukraine, quels sont les enjeux qu'il y a derrière. Dire qu'en plus la position de LFI c'est d'être campiste aligné sur Poutine, c'est pas du tout la réalité de leur position. Mais bon bref, si vous voulez, Padu et Chris en ont parlé dans plusieurs capsules, mais notamment celle sur Usul, où Usul, après avoir dit que la guerre c'était super, il revient pour dire encore plus que la guerre c'est super. Je ne sais pas si c'était Edoui Plenel qui lui avait écrit son petit script. Et donc vraiment, allez voir cette capsule où ça parle en détail notamment de la situation en Ukraine et des enjeux un petit peu complexes qu'il y a derrière. Sa sortie sur l'affaire Epstein illustre cette dépolitisation qui... Elle a recommencé. Ah oui, non mais en fait moi je l'ai toujours prononcé comme ça. En fait je vais pas me laisser niquer ma race par Edoui Plenel. À un moment c'est bon quoi. Moi je suis française et donc je prononce les suffixes à l'allemande comme pour Einstein, comme pour Frankenstein, merde, et c'est bon. Zoé a dit je suis française donc je parle allemand. Ouais, c'est des belles on est habitué à prononcer les noms allemands comme ça, on dit pastin, tu vois, on dit pastin. D'accord. Sa sortie sur l'affaire Epstein illustre cette dépolitisation qui, loin d'aider ses partisans à y voir plus clair, les plonge dans l'égarement et la confusion, dont la campagne parisienne de l'insoumise Sofia Chikirou offre une éclairante démonstration. D'ailleurs, je me permets un petit coup de pub, les amis, allez voir la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne On ne veut plus. C'est une déambulation entre notre camarade Abdi qui lance son nouveau format. Vous allez voir Abdi avec Sofia Chikirou, mais vous allez voir Abdi avec plein d'autres gens dans plein d'autres endroits et ça va à chaque fois être un énorme banger parce que le mec est trop fort. Et donc, il se balade dans Paris, notamment vers Ménilmontant, etc. Et il parle de politique de la ville, mais pour de vrai. C'est-à-dire, vous allez entendre parler du réchauffement climatique, vous allez entendre parler des régies publiques, vous allez entendre parler de violences policières, des loyers, bref. Allez voir ça, on est vraiment très fiers de ce format. Vous allez apprendre beaucoup plus de trucs sur la politique qu'en lisant Edoui Plenel. Ouais, c'est sûr. Dévoilée à cause de ses crimes sexuels, l'aventure de cet escroc nord-américain est une fable sinistre sur la sauvagerie du capitalisme, ses prédations sans limite, sa criminalisation financière, ses corruptions foncières. De même qu'au XIXe siècle, l'antisémitisme qui gangrénait le mouvement ouvrier naissant fut qualifié de socialisme des imbéciles, faisant la chasse à un bouc émissaire juif plutôt que de s'en prendre au système, et ainsi faisant le jeu du populisme. Au système, dire le système comme ça, c'est un peu antisémite. Hein. C'est vrai, c'est un peu un dog whistle, parce que c'est quoi le système du coup, Edoui là ? Moi j'ai des gens qui m'ont dit ça longtemps, hein, dire le système, faut pas dire ça. Hein. Tu te rappelles, il était contre le système, Jean-Marie Le Pen. Hein. Voilà, donc chose qui fait quand même Edoui. C'est là où je fais cette parenthèse, c'est là où on voit qu'on peut fabriquer des cadres comme ça, hop, truc isolé, cadre. Alors nous on n'a pas les pouvoirs de Bolloré et tout, hein, mais imaginons on aurait tout le pouvoir, hop, on dit regardez comment il parle du capitalisme en tant que système unique, etc. et non pas avec ses contradictions, regardez comme il est antisémite, enfin vraiment, et hop on met une petite vidéo, tu sais comme ils ont fait avec Mélenchon là et Soral, hop on met une petite vidéo où Jean-Marie Le Pen parle de système et dire lui qu'il était anti-système, le système UMPS là comme il disait, et hop on fabrique un Edoui Plenel pro-FN, enfin, là on n'a plus besoin de le fabriquer parce que en ce moment, ils sont en train de taper tous les deux ensemble, Plenel et Bardella sur Mélenchon. Donc là, il n'y a pas besoin de fabriquer ce truc-là, quoi. Alors, je vais essayer de reprendre. Alors, il y a autre chose qui m'énerve chez Edoui Plenel, mais bon, on va dire que c'est de la fin, mais c'est quand même important. Le mec fait des phrases de 8 lignes, c'est trop chiant. Et vraiment, si tu n'es pas Proust, mets des putains de points. Vraiment, des points, tu vois, c'est bien. Bref. Là, on est sur une phrase de 7 lignes, hein, quand même, c'est très chiant. Et ainsi, faisant le jeu des populismes racistes, ce fut le cas du boulangisme en France, toute conception au fantasme antisémite à propos des crimes de Jeffrey Epstein, par exemple sous le crayon du dessinateur Plantu. Alors oui, Plantu l'avait représenté avec une pieuvre avec une tête de Epstein et les tentacules autour de la Terre. Déjà, s'il y a des gens qui comprennent les dessins de Plantu, oui. qui nous écrivent, parce que à chaque fois que je vois ce dessin, je demande à mon amie Zoé qu'elle me fasse un diagnostic sur la prise ou non de produits neuroleptiques, quoi. Enfin, ouais. Fait le lit des fascismes renaissants. Il n'est pas du tout certain que les dirigeants de LFI acceptent d'entendre cette alarme. Ah ben non, Edoui, mais comment te dire ? Voilà quoi.
Ça l'est d'autant moins qu'ils ont qualifié dans un texte récent d'ingérence nuisible le travail de la presse, pourtant mené au nom de la liberté fondamentale, le droit de savoir que tout ce qui est d'intérêt public. Bon, on a fait une vidéo là-dessus. Mais... on va voir. Ah ouais. Bref. Mais Zoé n'en peut plus, les camarades. Ah ouais, je fais... Zoé est au bout de sa vie. C'est juste... Elle a bien dormi, mais pas assez pour pouvoir supporter la je lecture supporte pas Edoui. d'Edoui Plenel, quoi. J'en peux plus, désolé les amis, excusez-moi, vous me voyez, vraiment, le mec est en train de me niquer mon dimanche, quoi. Edoui, c'est pire que le travail le dimanche, tu vois. Oui. J'aurais préféré aller bosser à l'hôpital, Zoé, que non, mais je préférais être en train de planter des fraisiers avec mes gamines, là, bref. Aïe, aïe. Mais au-delà des dirigeants, il faut souhaiter que militants et sympathisants de LFI écoutent cette vive inquiétude. Car dans l'histoire des gauches, le sectarisme les a toujours exposés à une maladie mortelle. Or, face au fascisme, elle ne pardonne pas. Et nous y sommes. Et donc, il a pris... alerte. Ouais, il a pris une gigantesque sauce là-dessus. Là, je vois, il y a 1964 commentaires. Il n'y en a pas autant, d'habitude, sur les... Non. Sur les trucs. Et... alors... Juste, je vous dis, le premier commentaire sur lequel je tombe, c'est « Mais arrêtez, par pitié !» Donc ça, le « Mais arrêtez, par pitié », c'est un des coms les plus recommandés. Et alors, j'en vois un juste en dessous qui est encore plus recommandé, qui commence par « Edoui Plenel, le parti pris de trop ». Alors que la France est en pleine fascisation, les noisettes reviennent en masse avec un seul objectif, empêcher la gauche d'arriver au second tour. Let's go, ça c'est le public de la paix du Team Sûr, ça on le reconnaît. Lâchez rien, faites ça. Non mais plus vous tapez et plus vous soudez la base électorale insoumise qui n'en peut plus de vos irresponsabilités devant l'enjeu fasciste. Vous êtes les irresponsables de Chapoutot. Vous nous avez fait le coup en 2017, puis en 2022. 2027 sera la fois de trop. En attendant, plus jamais PS, les alibis et les cautions de gauche bourgeoise de la SOSDEM comme Plenel, Faure et compagnie sont le poison de la gauche. Merci camarades d'être venus dire les termes. Voilà, merci à tous, vous êtes vraiment les meilleurs. Je montre juste est fiers. Bah grave, de fou, j'avais pas vu moi en plus les commentaires, donc c'est trop bien. Je finis juste, c'est Antoine là qui a posté ça. Nous sommes dans 1984. Bon, alors, Antoine, t'es un copain, hein, voilà, mais... Les refs à Orwell. Oui. Oui, moi je souffle un peu, mais oui. Ouais, je souffle. Mais j'aime bien en plus, tu vois, mais au bout d'un moment, c'est un peu l'indigestion, quoi. Voilà. Mais bon, bref, et ce qu'il montre Antoine, c'est vraiment bien, c'est regarde le truc pour te dire à quel point c'est la fabrication du consentement et donc de la diabolisation de Mélenchon. Hein. On voit Identité remarquable qui dit le 15 février, le Figaro a publié un article de sa collaboratrice, Madame de Montalembert. Tu sais que t'es dans le Figaro hein, quand t'as... Petite particule, tranquille. Quant à Madame de Montalembert. Oui, voilà. mais ce qui montre, tu sais, Chris, ce que j'en pense. Hein, moi, je pense que ça montre qu'on n'a pas tout à fait fini le travail. Hein, mais bon. Mais est-ce que du coup, c'est pas un peu antisémite de juger les gens sur leur patronyme comme ça, avec la particule, ce qu'on est en train de faire Ouais, c'est particulophobe un peu, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, Epstein au lieu d'Epstein, comment bien prononcer, dont on avait fort heureusement fait des captures. Il contenait notamment des considérations instructives, exactement ce que nous a dit la camarade Zoé, qui est en plus une super amie, une médecin de qualité, une militante stalinienne de haut niveau, une germanophone de qualité. Cette femme a toutes les compétences. Voilà. Bien sûr, oui. D'origine allemande, le nom Epstein se prononce Epstein en allemand, mais Epstein en anglais. Voilà, le financier né aux États-Unis est de nationalité américaine. En français, il devrait en théorie se prononcer formellement Epstein. Il aurait dû s'appeler Epstein. Cependant, cette prononciation ne s'entendra jamais naturellement, et même s'il n'existe aucune règle formelle, les Français auront tendance à reprendre la formulation à l'allemande. De même qu'en France, on dit le physicien Einstein ou le pianiste Rubinstein. Promis, je l'avais pas lu. Vous voyez, comme quoi, hein, on est alignés. Mais là encore, les anglo-saxons disent bien Einstein ou Rubenstein. Voilà. Moi, je me rappelle j'avais commencé à attendre de nom, tu sais, je m'intéressais beaucoup aux mafias, tu sais, des mafias du début du siècle. Alors, plutôt les mafias, la mafia, tu sais, avec la Cosa Nostra de Lucky Luciano. Et pour info, le numéro 2 de la Cosa Nostra, Meyer Lansky, avait travaillé avant avec un autre mafieux d'origine juive, Arnold Rothstein. Tu vois. Et moi, quand j'avais commencé à regarder des séries en anglais, il s'appelait Rothstein. Je comprenais pas. Au départ, je me dis, c'est qui ce Rothstein, etc. Parce que je l'entendais à Rothstein, à la façon dont moi je l'entends. Quoi. Alors bon, ça, c'était Le Figaro.
15 février, Madame de Montalembert. Voilà. Et donc, regarde bien, ce matin, surprise, cet article a été subrepticement, mais substantiellement modifié. Voilà. Donc, et donc, ça a été modifié en disant insister sur la terminaison ein d'un nom à la façon yiddish, langue d'origine germanique parlée par les juifs ashkénazes, renvoie souvent à la judéité d'une personne, rappelle la journaliste spécialiste de la littérature française. Est-ce que le fait de dire Schumacher et pas Schumacher, du coup, parce que le CH en allemand, quand il est précédé d'un A, Schumacher. ça se prononce R. Ça se prononce R. Il y a plusieurs ch en allemand. Il y a le ch, il y a le ch et il y a le r. Et donc en allemand, ça se prononce Schumacher. Je vous ai dit qu'elle était une germanophone de haut niveau. Personne ne l'a cru. Non, mais je vous dis, l'allemand, ce qui est très pratique dans cette langue pour l'apprendre, c'est que les règles ne varient jamais. Voilà, ce qui dit quelque chose de la mentalité allemande, tu vois. Mais du coup, à apprendre, une fois que tu connais les règles, c'est ultra facile. L'ordre des mots dans la phrase est hyper codifié. Le verbe conjugué est toujours en deuxième place, etc. Enfin, le verbe infinitif est à la fin. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu galère au départ, parce que c'est pas la manière dont nous, on parle en français. Mais une fois que tu as capté ça, après, c'est tout chousse, c'est trop facile, quoi. Donc, Schumacher. Donc, personne ne dit Michael Schumacher en France. Hein. Tout le monde dit Schumacher. Tout le monde est d'accord pour le prononcer à l'allemande. Est-ce que du coup, c'est antisémite ? Je pense. Parce que c'est yiddish. Moi, le pire, c'est pas Michael Schumacher, mais c'est Harald Schumacher. Pour ceux qui ont la ref, je vous laisse chercher. J'ai pas la ref. C'est un truc qu'on se transmet de père en fils de footeux. France-Allemagne, Séville 82, où le gardien qui s'appelait Harald Schumacher a failli tuer. Mais vraiment, tiens, toi, en tant que médecin, tu devrais regarder l'action. Il a failli tuer un gars sur le terrain avec ce qu'il a fait, quoi. Il sort, il saute et il met tout son corps en l'air dans la tête de quelqu'un. Voilà. Et il est resté inconscient, Baptiston. Bah oui. Voilà. Et je pense que s'il avait été à Némésis, Baptiston, il serait rentré chez lui sans que personne l'envoie à l'hôpital. Ah bah oui, bien sûr, pas de protocole commotion chez Némésis. Hein. On essaye de tout faire pour n'avoir aucune notion de comment on fait les choses bien dans quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment la ligne. Voilà, on va conclure là-dessus, c'est pour vous montrer à quel point tout ça est une fabrication. D'ailleurs, en plus, tout le monde s'est jeté dessus, on l'a vu, Tondelier, Castet, Roussel, tout le monde a fait le truc, etc. Et là, il n'y a plus de droite-gauche, il n'y a plus système, il n'y a plus émancipation, non, il y a tout le monde. Voilà, il y a le cordon sanitaire dit par Bardella, sur lequel, a priori, Edoui Plenel est du côté de Bardella, sur ce fameux cordon sanitaire. Et donc, il y a effectivement une isolation d'un sujet, fabrication d'un fait, fabrication d'un cadrage, et donc ensuite diffusion par des réseaux très précis. Mediapart, d'abord des réseaux du centre, Printemps républicain, etc. Et puis ensuite l'extrême droite, la gauche et tout. Et donc on est en train de créer un cordon face à la seule force politique du monde occidental, capable de faire et bifurquer le capitalisme et bifurquer la géopolitique générale, c'est-à-dire alignée sur l'atlantisme et le sionisme, qui est aujourd'hui en train de tuer des dirigeants dans d'autres pays, sans aucune forme de logique internationale, sans aucune forme de droit, la force, la pure force, vraiment, les gens qui participent à ce cadrage-là sont honteux et, comme dirait Vladimir Ilitch Ulyanov, Lénine, l'histoire jugera. Parfaitement. Et moi, je te jure, je juge. Moi, je juge Edoui Plenel, tu vois, de se formaliser sur un truc aussi con que ça, alors que vraiment, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale, il y a vraiment des vrais problèmes, en fait. Hein. Enfin, il y a des vrais problèmes. Tu vois, ça serait bien qu'on s'occupe de ça. Mais nous savons d'où parle Edoui. Sur ce, les amis, il me reste à vous suggérer d'aller voir les derniers formats qu'on a sortis sur la chaîne On ne veut plus, 2 énormes bangers, la conférence Plus jamais PS sur le bilan du PS et la déambulation d'Abdi avec Sophia Chikirou dans les rues de Paris pour parler de politique de la ville concrète, de transformation. Paris est-elle une ville pour les riches ? Vous aurez la réponse dans cette vidéo. Vous pouvez aller nous suivre sur plein d'autres endroits. C'est important pour nous de dire que, plus largement, notre association, La Brèche, vous avez vu, on a plein d'activités différentes. On a la revue Position Revue. On va bientôt sortir des podcasts, là, restez connectés, ça va sortir dans les prochaines semaines. On est en train de préparer des événements dingos pour 2026. On continue à se mobiliser sur des campagnes avec On ne veut plus. Vous avez évidemment la chaîne Pas du Team que vous connaissez, mais aussi les autres chaînes YouTube personnelles, la chaîne On ne veut plus, etc. Bref, on a aussi plein de projets de militantisme de terrain qui arrivent. Pour tout ça,
on a besoin de financement et ce qui nous aide le plus, c'est que vous puissiez nous financer sur le Tipeee. Le Tipeee, vous le trouverez en barre de description. On a besoin de plus en plus d'être de moins en moins dépendant, on va dire, des revenus, notamment des plateformes type YouTube, pour pouvoir faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire payer une partie des salaires des techniciens et tout, payer du matériel et surtout pouvoir financer des déplacements, des choses comme ça pour pouvoir faire de plus en plus de travail et puis aussi financer tout le matériel pour les collages, etc. qu'on a. On a vraiment besoin de vous sur ça. On a de plus en plus besoin de se financer par ce Tipeee parce que on est tout à fait conscient de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la dépendance aux plateformes, la possible censure qui va s'appliquer sur les gens qui tiennent la ligne et dont on fait partie. Nous, on sait très bien que c'est pas du tout certain qu'on continue à nous laisser parler, à avoir une tribune sur Internet, libre accès, etc. On sait aussi qu'être dépendant financièrement des plateformes, c'est de la merde, particulièrement parce qu'on est payé en dollars et que le cours du dollar n'est pas du tout quelque chose de sûr pour les prochaines années. Bref, pour toutes ces raisons, on vous demande sincèrement si vous le pouvez de nous aider à nous financer via notre Tipeee. On n'a pas besoin de gros dons. Le mieux pour nous, c'est les dons réguliers. Même si c'est 1 ou 2 euros par mois, au vu du public qu'on a et tout, en fait, ça suffira. Si dans les prochains mois, on arrive à arriver aux alentours de 15 000 euros par mois de Tipeee, on sait qu'on peut entièrement financer la totalité des projets de l'asso sans être déficitaire et en pouvant continuer à investir dans des nouvelles choses, etc. Donc on compte beaucoup sur vous. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Merci à tous ceux qui le font déjà. Et au niveau de notre association, comme vous l'avez suivi, on est passé d'une petite équipe où on avait quelques chaînes YouTube à faire tourner et une revue. Petit à petit, on grossit. Là, on a déjà accueilli beaucoup d'adhérents sur la fin de l'année 2025. On commence à pouvoir faire du coup beaucoup plus de choses. On est trop contents. On a une équipe de zinzin, franchement, que des numéros 10 dans notre team, n'est-ce pas? Et l'un des projets aussi, c'est de pouvoir ouvrir les adhésions de manière beaucoup plus large à plein de monde, à vous qui avez peut-être envie de nous rejoindre pour pouvoir vraiment mener de plus en plus d'actions militantes et d'actions militantes de terrain, que ce soit du travail militant de terrain, du travail théorique, de la production d'outils militants, de faire aussi tout un cycle de formation. Ça, c'est vraiment un gros truc sur lequel on a envie de travailler. Mais pour tout ça, il faut qu'on puisse se structurer pour pouvoir accueillir massivement plus d'adhérents. Et donc, on a besoin de moyens. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui le feront encore une fois. On va faire de toute façon des demandes plus carrées là-dessus. Mais voilà, vous avez un petit peu l'idée à la fin de cette capsule. Sur ce, les amis, il me reste à vous dire lâchez rien, ne cédez pas à la CIA. À plus tout le monde. Salut. Salut les gens.